même le soir. J'ai la tête en classe et le cœur qui enseigne. J'ai le cœur qui enseigne. Salut, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast Être enseignant qui parle bien évidemment de l'enseignement. Alors si vous n'avez pas entendu la première partie du podcast qui a été publiée il y a quelques jours, je vous invite à aller l'écouter parce que là c'est la suite de cette discussion. Donc je vous laisse avec le mois du passé, avec Michael et avec Fabien pour la suite de notre discussion. Maintenant, j'allais dire on se concentre sur l'enseignement, mais là on s'est concentré beaucoup sur le métier. Finalement, qu'est-ce que c'est, comment c'est représenté, etc. Là, si on arrive dans les choses peut-être plus concrètes de l'enseignement, donc finalement assez centré sur notre job à nous, qu'est-ce qu'on fait, pas forcément centré sur la vision extérieure. Il y a eu une question qui parlait du programme. Alors, j'ai même noté entre guillemets parce que j'ai l'impression que c'est un mot qui vient d'un autre temps, le programme, où à l'époque, les enseignants, par exemple les enseignants du canton, faisaient tous la même chose à la même heure. Ils avaient ce programme-là qui était donné, et puis paf, tu enseignes, sans la préparation dont on parlait avant. Là maintenant, on a en fait, tu pourras expliquer pour la partie germanophone de la Suisse, on a des objectifs qui font partie de ce qu'on appelle le plan d'études roman, où c'est des objectifs à atteindre en fin de demi-cycle, c'est-à-dire tous les 2 ans. Donc pour atteindre un objectif, on a entre guillemets 2 ans, où on peut le travailler sur une durée de 2 ans. Même si en général on essaye de tout toucher la première année de ces 2 ans et de consolider les choses dans la deuxième année pour vérifier ou consolider justement l'atteinte de ces objectifs. Et il y a à la fois des objectifs purement scolaires, maîtriser tel ou tel temps de conjugaison, ou bien travailler, la démarche scientifique en histoire, géosciences ou quoi que ce soit, ou découvrir de nouvelles musiques en musique ou quoi que ce soit, ou travailler, l'endurance à la gym, enfin bref. Mais il y a aussi, dans ce plan d'études roman, des choses qui font écho à ce qu'on a dit avant, qui font pas partie de ce qu'on évalue en fait. Parce que là, musique, gym, bricot, déjà ça c'est questionnant. Pourquoi on évalue ça? Moi c'est encore un grand mystère. Évaluer français, allemand, maths, géo, tout ça, je comprends totalement le sens. Même si l'évaluation, c'est pas une question là, mais c'est très vaste. Par contre, on doit, dans le sens où c'est une obligation, travailler ce qu'on appelle les compétences transversales. Ça peut être l'autonomie, la collaboration, développer un esprit critique. Et ça, en soi, c'est pas des choses qui sont mesurables, du coup on n'évalue pas, mais ça devrait être tout autant important que le reste. Et il y a des leçons pures de maths, on fait des maths pendant 50 minutes, mais il y a très peu, du moins moi j'ai rarement vu ça, et moi le premier, je ne peux pas me dire « Oh, je vais faire une leçon de collaboration ». Non, je fais une situation problème en maths dans laquelle je vais intégrer de la collaboration. Et ce qui est travaillé, c'est... Alors oui, on travaille la collaboration, mais on ne va pas chercher l'essence de « Ok, c'est quoi la collaboration? Quel objectif il doit atteindre pour que je puisse dire « Ah, cet enfant, lui, il sait collaborer ». Et ça, c'est encore ultra flou, alors que, pour moi en tout cas, je trouve que c'est ce qu'il y a presque de plus important, dans le sens où c'est peut-être ça qui va retenir en sortant de l'école, où il va être dans son job 10 ans plus tard et va devoir collaborer. Et si c'est quelque chose qu'on a nourri avant, il va avoir un instinct de collaboration qu'il n'aurait pas forcément si on ne le nourrit pas. Ce qui est délicat, je pense, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas être travaillé seul. C'est comme les objectifs de la formation générale qui sont, par exemple, autour des outils informatiques ou autres. Tu peux pas faire... Enfin, informatique, tu pourrais éventuellement faire une leçon que de ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent lié, comme tu disais, avec la collaboration dans une leçon de maths, par exemple.
Donc, et, évidemment, il y a certains objectifs qui sont délicats à ne pas oublier aussi, pour travailler l'ensemble de toutes ces choses qui ne sont pas évaluées et visibles, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est important. Par exemple, dans une leçon de maths, je peux très bien me dire l'objectif, c'est pas vraiment l'objectif principal, c'est pas tellement celui de maths, c'est plutôt l'objectif de la collaboration. Par exemple, dans cet exercice, je veux voir qui c'est qui arrive à collaborer. Et là, pour nous, il y a un tri à faire sur l'objectif de la leçon. Ma leçon, c'est pour développer la collaboration parce qu'ils ont de la peine à s'entendre dans un groupe. Ok, c'est ça. C'est pas vraiment qui c'est qui réussit le problème de maths. Ça, à la limite, je sais pas que je m'en fiche, mais dans cette leçon, je ne vais pas me focaliser là-dessus, je vais me focaliser sur la collaboration. Et du coup, c'est comme ça qu'il faut, pour moi, travailler un peu le tout, mais c'est vrai que c'est délicat parce que, comme j'ai dit, c'est pas facile de faire une leçon sur la collaboration. Donc, voilà, il faut penser à le faire régulièrement, je pense, en mixant un peu avec les autres branches, etc. Après, je trouve que ça passe aussi par des outils. Enfin, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était l'autonomie des élèves. Parce que je suis arrivé face à une classe, je donnais une consigne, j'avais 10 mains levées sur 16 élèves. Et ça ne me convenait pas, parce que j'avais l'impression, et j'étais presque sûr de moi, que ma consigne était claire, assez concise, etc. Je me suis dit, ok, il faut que je travaille sur l'autonomie, il y a un truc à faire là derrière, ils ont tout le temps des questions, ça va pas. Et moi-même, j'ai mis en place des outils, c'est pas révolutionnaire, hein, ça se fait dans plein d'endroits, qui font que les enfants arrivent à se débrouiller le plus possible par eux-mêmes. Évidemment, on est toujours là, toujours disponible s'il y a des questions. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'ai commencé avec des plans de demi-journée où c'est tout con, mais tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde fait ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font ça. Ils notent au tableau ce que les élèves doivent faire, et puis go. Alors là, c'est pas révolutionnaire, mais plus on fait ça, moi, j'arrive à faire des semaines. Le lundi, je leur donne le job pour toute la semaine. Puis je leur dis, ok, il faut faire ça, 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 ça. Ils ont le plan sous les yeux, ils savent tout. Ok, ça, je peux faire tout seul, ou je peux faire à deux, j'ai le choix. Ça, ok, ça, je dois corriger tout seul, soit je dois rendre, ou soit on corrige ensemble. On corrige quand? Ah, on corrige jeudi à 10h. Donc, il faut peut-être que je commence à le faire avant jeudi 9h30, sinon je vais être un peu embêté. Et là, du coup, en faisant ça, en amenant un autre outil ou une autre manière de bosser, on touche plein de choses. Là, par exemple, je touche la capacité de planification. S'il ne fait pas son job à temps, il y aura un problème parce que la deadline, elle est là. Et moi, en même temps, alors certes, ça m'amène beaucoup plus de boulot avant, mais pendant la semaine, j'ai moins ce rôle d'animateur que peut avoir l'enseignant à une durée beaucoup trop grande pour moi, et je suis ultra disponible. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est pas que j'ai rien à faire, j'ai pas à animer, j'ai moins de mise en commun, j'ai moins de corrections sur le moment, mais je suis beaucoup plus disponible. Il faut juste que je maîtrise la matière de la semaine, quoi. Ouais, par rapport à cette disponibilité, pour moi je trouve que c'est un truc important parce qu'on a les objectifs comme tu dis qui sont dans les matières et ça on peut les évaluer en faisant des tests et puis en mettant des notes ou en tout cas dire il a ou moins pas très bien réussi. Et par contre pour l'autre partie, toute cette partie d'autonomie, de coordonner, de planifier et tout, tu peux l'évaluer de cette manière. Et ça c'est vraiment ce qui me questionne beaucoup, c'est comment être le moins subjectif dans cette évaluation là. Parce qu'il y a beaucoup quand même de subjectivité quand tu dis il est autonome, ouais, il est pas mal. Puis lui, dès le départ, il était déjà autonome, donc tu dis il n'a pas fait beaucoup de progrès. Puis l'autre, il fait la moitié de cet élève, mais en fait, tu dis qu'il est très autonome. C'est beaucoup plus subjectif. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que l'enseignant perd ce rôle d'animateur. Et ça, c'est excellent parce que l'animateur, en soi, ce qu'on entend par là, c'est qu'il donne les connaissances, la matière et tout. Et si les élèves arrivent à l'acquérir par eux-mêmes, le prof devient plus spectateur et donc peut observer tout ce qui concerne le reste, la coordination, le travail de groupe, parce que tu regardes ta classe et puis tu remarques que lui, il est jamais venu, il a jamais embêté. Dans tous les groupes où tu l'as mis, il est jamais venu. Tu dis, étonnant, tu observes, tu regardes et donc après tu peux avoir une analyse pertinente et finalement faire les deux. Pendant que les élèves, eux, travaillent sur l'acquisition de la matière, tu observes et tu notes classe, dans ce sens classe, tu dis, ça, ces critères, il les a bien réussi et tout. Et puis tu peux permettre ça et après, n'empêche, et c'est bien dans certains moments de spécifier après sur ces choses puis de les mettre en avant. Coordination, comme tu disais Fabien pour les maths, de en fait on va mettre moins l'accent sur les maths. Ouais, on dévie un tout petit peu, mais je pense que c'est vraiment le rôle d'enseignant, là, comme tu disais, qui prend un peu moins de place. Il faut aussi savoir que, par exemple, par rapport à l'école d'il y a 20 ans, 30 ans ou autre, où c'était quand même très transmissif, voilà, on écoutait le prof, c'est lui qui avait le savoir, et puis on notait, puis on révisait. En gros, c'était un peu ça. Maintenant, on essaye quand même vraiment que les élèves soient vraiment acteurs de leurs propres apprentissages. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se sentent concernés
qu'on arrive à les rendre attentifs au fait que voilà, c'est à eux d'apprendre, à eux de faire le job, en guillemets, mais pas juste de nous écouter. C'est pas comme ça qu'ils apprennent. Puis en plus, j'ai l'impression que voilà, la capacité d'écoute et d'attention, elle est quand même assez... Voilà, elle est limitée, mais c'est normal parce qu'il y a tellement de choses plus intéressantes à faire, entre guillemets. Donc si on perd en blabla, entre guillemets, à chaque course, ça va pas. Donc le fait aussi, je trouve, enfin pour rebondir vite fait avec ce qu'il disait au niveau de l'organisation, je trouve ça super chouette parce que s'ils disent la semaine, ok, là j'ai pas du tout envie de faire des maths, il n'est pas coincé par le planning à se dire je dois faire des maths maintenant, j'ai absolument pas envie. Il doit s'organiser, il sait qu'il y a jeudi 10h par exemple, il doit avoir fini ses maths, et il sait qu'à jeudi 10h, il doit avoir fini ses maths. Et il s'organise en fonction. S'il veut les faire le mardi, il peut faire mardi, s'il veut faire lundi, s'il veut faire jeudi. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et dans ce sens-là, on pourrait se dire, mais c'est-à-dire que s'il aime vraiment pas les maths, il va jamais les faire, puis il aura jamais ses exercices à la correction. C'est là, oui, mais en fait, on va lui apprendre une autre compétence et non pas une connaissance, de dire, il va comprendre que toutes ces actions ont des conséquences, et donc s'il fait pas les choses, il peut ne pas le faire. Mais il y a des actions qui ont des conséquences négatives pour lui, ça pourrait être pas des punitions, mais des privations de certaines choses, ou alors simplement une connaissance qu'il a en moins, et lui donner la valeur de cette connaissance, tu en auras besoin. Puis en fait, qu'il réalise que je peux ne pas le faire, mais si je le fais pas, c'est moi qui serai embêté le premier. Et donc après, on pourrait se dire, une fois qu'ils arrivent à comprendre ça, on peut leur donner cette liberté. Il faut pas qu'ils apprennent pour le prof. Parce que souvent, les élèves, surtout au primaire, en tout cas, j'ai l'impression, on est un petit peu, en tant que prof, un peu glorifié en guillemets par les élèves, dans le sens où voilà, tout ce qu'on dit, surtout chez les tout petits, c'est vraiment Dieu devant eux, quoi. Enfin bref. Et puis, je pense que c'est important qu'ils se rendent compte, en fait, que eux ils peuvent apprendre des choses et l'impact que ça a, enfin à quoi ça va leur servir finalement, parce que si tu leur dis apprends cette formule de maths mais que tu donnes pas de contexte ou autre, ils vont dire ok j'apprends par cœur mais ça va pas vraiment rentrer ni sur le long terme, ou peut-être juste pour l'évaluation puis après on oublie, on a tous connu ça, on apprend juste pour l'évaluation puis après tu oublies tout, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on puisse garder ça sur le long terme et puis que ça reste pour pouvoir continuer. Et là, tu disais qu'on dévie de la question, c'était une autre qu'on a après en fait, c'est qu'est-ce qui est essentiel. Et on voit que dès qu'on parle de programme, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qui devient essentiel. Et là, on se pose des questions, il y a Raph qui bouillonne, on va le laisser la parole. Je voulais rebondir sur ce qu'il disait. J'ai une élève cette semaine qui m'a dit Raphaël, moi j'ai besoin d'une évaluation pour être motivé. Et là, on est clairement dans, entre guillemets, ce qu'on essaye d'éviter au maximum, c'est ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. C'est-à-dire qu'on va être motivé pour quelque chose qui... c'est la petite carotte devant l'âne, en fait. Et nous, on ne veut pas ça. On veut essayer de développer de la motivation intrinsèque qui fait qu'on est motivé par le savoir. Alors, c'est pas toujours possible. Je suis bien d'accord que conjuguer un verbe au passé simple, c'est pas toujours hyper fun. Mais c'est ça qu'on doit essayer de développer aussi. Et c'est ça aussi qui est essentiel, peut-être, dans le métier. Mais c'est tout ce qu'on a dit aussi au début, en termes de valeur. C'est qu'il y a beaucoup plus que le programme. Il y a l'humain qui se développe et j'allais dire on travaille sur l'humain, mais c'est pas le but non plus de le formater, mais de lui faire comprendre certaines choses en fait qui sont essentielles. Je pense que si on met un accent plus fort sur les valeurs et d'autres choses à transmettre que les matières pures, pour moi en tout cas on va dans le bon sens. Qu'on s'éloigne un tout petit peu des matières, on a tous en tête une deux matières qu'on a apprises qui nous ont jamais servi dans notre vie. Alors je dis pas, on ne peut pas faire le tri comme ça, il y a des matières, voilà, il y a des choses où on n'a pas le choix, on doit les faire, on doit les apprendre, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Mais peut-être mettre l'accent sur d'autres compétences, comme on disait, plutôt que de connaissances pures, ça peut être, pour moi en tout cas, une bonne idée. Et dans ce sens-là, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, dans mon parcours, j'ai dit au tout début, j'aimerais faire enseigner au collège, donc enseigner les maths. Et une question qui vient, c'est mais ça sert à rien. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu es intéressé par ça? Et au fur et à mesure de mes études, j'ai réalisé que déjà j'aimais bien cette matière, je trouve que c'est stimulant pour le cerveau. Mais en fait, au final, ce que j'ai envie, et c'est ce que je réponds de plus en plus maintenant, c'est pas enseigner les maths. Je m'en fiche à peu près qu'ils aient compris une fonction et qu'ils sachent la dessiner. C'est par contre que les gens comprennent, qu'ils acquièrent cette capacité d'être méthodique, de savoir qu'est-ce que je fais en premier, comment, quoi. Quand je commence quelque chose, je sais déjà où je vais, donc je sais, j'ai mon fil rouge. Cette compréhension il y a des choses qui me dépassent, des choses abstraites que je peux utiliser. Et donc après, ça amène l'esprit d'abstraction, philosophie, enfin, tu peux décaler et de dire, en fait, moi, je vais pas faire prof de maths pour que tout le monde à la fin sache dessiner ma fonction. Je veux qu'ils acquérissent des compétences autres et les maths sont un support pour leur ramener à ces compétences. Et ça, donc, pour les petits, on peut le vivre jusqu'aux plus grands. Moi, c'est ça le sens en fait de mon métier, où est-ce que je veux mettre l'accent. Et je me demande si c'est pas quelque chose qu'on
qu'on laisse de côté, plus les études avancent en fait. Moi j'ai l'impression de mon parcours, plus j'ai avancé dans les études, et même j'ai fait mes études d'une seule traite, sans pause, j'ai l'impression que plus on avance, moins on considère l'humain. Alors c'est normal parce que oui, on est autonome, etc. Mais il y a quand même des choses derrière qui m'ont toujours dérangé. Pour rebondir là-dessus, pour moi, c'est très personnel, mais l'université, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que pour moi, on était vraiment. C'est un peu comme à l'armée, mais je sais que je vais pas me faire peut-être que des amis, mais dans le sens, on est un peu un numéro, quoi. C'est vraiment. On n'a aucune considération sur le global. C'est vraiment, t'es un numéro, tout le monde fait pareil. T'es jugé pareil, t'es vraiment. Tac, il prend la copie, c'est pas bien, c'est bien, et puis voilà, c'est réglé. Enfin, je veux dire, il prend pas la personne dans sa globalité, il prend pas les apprentissages, il prend pas tous les éléments externes. On parle assez à l'HEP aussi voilà, d'avoir cette vision bien globale et tout. Puis là, on l'a tellement pas dans les hautes écoles que je me dis, on dit d'appliquer ça, mais en fait, on le fait absolument pas. Donc, il y a quelque chose qui joue pas. Finalement, on a tendance à laisser de côté qui on a en face de nous. Enfin, je dis on, mais j'ai pas l'impression que c'est mon cas. Les spécificités de chaque personne. Et du coup, ça me permet totalement de rebondir sur une autre question. On m'a demandé comment on faisait pour faire des signalements. Des signalements, c'est si on observe qu'un élève est dyscalculique ou dysorthographique ou a besoin peut-être d'un suivi en psychologie, en psychomotricité ou j'en passe. Et ça, c'est des choses qu'on a énormément à l'école primaire. Je veux dire, moi, je veux pas dire que c'est mon quotidien, mais il se passe pas une année sans qu'on doive remplir un document pour faire une, deux ou trois démarches dans l'année pour que l'enfant ait un suivi externe pour une de ses spécificités. J'ai déjà lu quelque chose sur les enfants autistes Asperger, où plus ils avancent dans leurs études, mais moins on va considérer leur autisme. Alors, d'un côté, ça va être bien pour lui s'il a les outils pour vivre ça, mais la plupart n'ont pas ces outils. Et puis, c'est pas mal d'être autiste ou quoi que ce soit, c'est pas mal d'être dysorthographique, c'est pas mal d'être hyperactif, c'est pas mal d'avoir un haut potentiel. Mais c'est juste que on a tendance à oublier ça ou à mal le voir. Moi, quand je remplis une démarche psy, c'est pas pour mettre une étiquette à l'élève ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je sens qu'il a ce besoin. Mais ça, c'est en psychologie, donc c'est peut-être un peu moins concret. En dysorthographie, ok, il doit suivre de la logopédie et puis c'est entre guillemets clair et net, il y a vraiment un bilan clair. Mais pour répondre à la question de manière claire, quelle procédure, on a une fiche à remplir, point. Où il faut évidemment mettre nos observations, évidemment il faut mettre les observations des parents, évidemment eux aussi remplissent le truc, et après ça doit être approuvé, c'est pas parce que j'ai rempli la fiche que c'est bon. Est-ce que tu en parles d'abord aux parents avant de le faire? Enfin, vous avez quand même cette discussion dans la procédure, dans l'idée. Première chose, tu remarques quelque chose, puis après tu parles aux parents, tu en discutes avec eux, puis cette procédure se lance après de ton côté avec les papiers ou bien? Ah oui, alors bien sûr, parce que en fait, la plupart des procédures, c'est pas moi qui choisis, c'est les parents. Donc si les parents ne veulent pas signer, il n'y aura pas de suivi. Un suivi psy, si tu dis, je pense que cet élève, ça serait bénéfique pour lui de pouvoir parler à quelqu'un, etc. Pour telle raison, j'ai vu ça, depuis le début d'année, il y a ça, je pense que ça serait bien pour lui. Si les parents ne signent pas, ils ne signent pas. Après, nous, en tant qu'enseignants, on doit faire avec. Alors, suivant comment, si c'est un trouble déficit de l'attention, donc l'élève il est souvent attiré par autre chose, il a de la peine à se concentrer, il ne peut pas se focaliser 5 minutes, c'est compliqué. Nous, s'il n'y a pas d'outils ou entre guillemets même de médication, si on pousse la chose jusqu'au bout, on doit faire avec en fait, qui est que ça aille mieux, que ça soit travaillé ou pas. Et ça dépend tellement ça dépend que des parents en fait, ou de l'enfant, évidemment s'il n'est pas preneur, ça ne marchera pas. Ouais, c'est clair, c'est des aides qui sont nécessaires et qui sont importantes pour que l'élève puisse bien se développer. Après, j'avais quand même j'avoue que pendant la formation, en tout cas, on a eu pas mal de discussions là autour de ces 10, parce que ça fait quand même des étiquettes un peu auprès des élèves. Et comment ils le ressentaient, parce que j'avais eu par exemple dans mon premier stage un élève qui avait pas mal d'aides.
Et ça se fait de moins en moins, hein, mais l'enseignant spécialisé prenait souvent l'élève à part. Ouais. Et comme il avait beaucoup de périodes hors de la classe, entre guillemets, il était un peu tout seul, quoi. Il était un peu rejeté un peu par les autres, parce qu'en même temps, à chaque fois qu'il faisait des activités en classe, il n'était pas là. Donc au bout d'un moment, ça n'aide pas, disons, à s'intégrer. Et je me suis questionné en me disant, voilà, il y a eu ça, il y a eu après, quel est le suivi qu'on a après au collège ou à l'université? Parce qu'on dit qu'il y a des suivis, mais pour moi, en tout cas, de mon temps, et je ne suis pas spécialement âgé, mais il n'y a eu aucun suivi particulier, à part peut-être pour les choses les plus connues, mais il y a eu beaucoup de choses, il n'y avait aucune différence. Alors je sais que ça se fait au CO, parce que par exemple, ma copine travaille au CO et je sais qu'ils ont les suivis 10, etc. Mais dans le concret, dans la réalité, je ne sais pas à quel point c'est les aider au début, mais après, est-ce qu'il y a un suivi vraiment sur le long terme? S'ils font un apprentissage, ils ont un patron, je ne suis pas sûr que le patron prenne vraiment en considération le fait qu'il soit 10. En guillemets, c'est la dure réalité de la vie. Alors je ne dis pas que ça ne doit pas changer, je dis juste que je pense que c'est une bonne chose, mais il y a des questionnements là autour et j'avoue que je suis un peu encore perturbé. Je pense que j'ai besoin de voir le concret, plus d'expérience pour avoir un avis plus juste et plus tranché là-dessus. Mais on a dévié un peu. Mais... Ouais. Après, tu disais pour le CO, il y a un suivi. Moi, je suis en train de vivre ça cette année où j'ai des 8 tâches que je vais, entre guillemets, donner au CO. Alors, oui, je peux dire que tel ou tel élève a cette étiquette qui est, voilà, comme, je sais pas, j'ai un élève, prendre un élève qui est dysorthographique, je vais le dire au CO. Après, je sais plus rien. Alors oui, j'imagine qu'au CO, ils font de leur mieux, etc. Évidemment, pour les élèves où il y a des choses vraiment plus lourdes, entre guillemets, c'est déjà prêt, où il y a un suivi. Mais après, il n'y a plus grand-chose, j'ai l'impression. Après, c'est une question toujours très délicate, mais il y a aussi le côté équité qui venait très souvent avec les 10. Bon, là, on dévie vraiment, mais au CO, il y avait plusieurs élèves qui ne comprenaient pas, même si c'était expliqué, le fait qu'ils aient des sortes de compensation, de guillemets, sur les évaluations, les personnes 10, et les autres élèves, ils n'arrivent pas à comprendre parce que souvent, ils ont du coup des aides ou ils ont moins d'exercices à faire, par exemple, comme ça, s'ils ont de la peine à être rapides, etc. Mais du coup, ils font plus facilement des bonnes notes, et ceux qui n'ont pas d'étiquette, entre guillemets, ils se sentent un peu lésés. Et je dis pas qu'il faut pas le mettre, hein, mais je me questionne en me disant, les autres, je comprends un peu ce sentiment d'injustice parce qu'ils se disent, moi j'ai pas d'étiquette, si j'avais une étiquette, finalement je réussirais mieux, j'aurais des meilleures notes, même si c'est spécifié sur les bulletins, etc., suivant ce que c'est. Eux, ils voyaient pas ça, ils voyaient juste le résultat, la note, et ils se disent, ouais, j'ai fait une moins bonne note et mes parents, ils vont pas apprécier la même chose. Du coup, je trouve qu'il y a encore peut-être des ajustements à faire, ou je sais pas comment, mais j'ai pas la solution, mais ouais, il y a encore des questionnements qui me restent là autour. Ça, après, on retombe sur un des points qu'on a parlé avant, je pense, dont on a parlé, c'est un peu cet apprentissage aux enfants de leur dire, tu apprends pas la connaissance, en fait tu t'en fiches que ton ami et ton pote ait une meilleure note, le but c'est qu'il ait la connaissance et que toi aussi. Si lui il a peut-être besoin de plus de choses, on va lui les donner. Nous on voit à l'école, alors c'est un cadre spécial, un cadre privé, mais on a des enfants aussi qui ont différents types de comportements, on va dire, et il doit tout le temps bouger, il fait les maths, il est assez bon, hyperactif clairement, mais il a besoin de sa place pour bouger et tout, alors quand il fait ses maths, on le met dans une pièce, on a une pièce, et lui il est là, puis il marche, et puis il bouge et tout, et les autres posent pas de questions, c'est pas, pourquoi lui il peut bouger, pourquoi lui il peut s'amuser sur sa chaise là, en fait il travaille, et ça c'est un apprentissage, alors c'est un cas très spécial, ils ont l'habitude d'avoir des enfants qui ont différents comportements, et je pense qu'alors au CO on peut pas toujours, ils sont restreints à tout le monde a la même chose, donc on doit accepter ça, mais d'amener, ça pour moi ça se travaille déjà depuis plus petit, c'est pas quand ils arrivent au CO, faut que vous compreniez ça les gars, non, il faut que ça soit justement dans l'éducation, et qu'après ils se disent, ok il a cette connaissance, d'accord, c'est bien qu'il questionne, de temps en temps que tu puisses aussi justifier, c'est très bien, mais qu'au fond d'eux ils aient déjà cette compréhension de, le but c'est que moi j'ai compris que lui aussi, et puis c'est bon. Accepter la différence, c'est ça. Si on leur apprend à accepter la différence, on a gagné, quoi. Enfin, je veux dire, et ça peut être aussi même dans l'aménagement de la classe. Je sais pas, un élève qui bouge beaucoup, s'il se met peut-être sur une balle, pour lui ça va être hyper stimulant, alors que pour moi je pourrais absolument pas bosser sur une Swiss ball par exemple. Je serais incapable de faire ça. Donc, Mais il y a une sorte de rupture, je trouve, primaire CO. Parce que, oui. par exemple, dans ce que tu proposes là, avoir une balle pour faire une classe un peu flexible ou autre, je trouve ça super. Sauf que ça se fait qu'au primaire pour l'instant, en tout cas. Et s'ils sont habitués à faire ça au primaire, je trouve ça super chouette. Sauf que le jour où ils arrivent au CO, ils font comment? Parce qu'ils n'ont pas été habitués à faire. Et puis si ça ne suit pas après, c'est ça un peu le problème que j'ai. Et je trouve les aides super, mais il faut qu'il y ait une continuité, sinon ça ne joue pas. Tu peux pas lui dire ok ça fonctionne, ça t'aide, c'est super, on met ça en place,
Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus de suivi, et puis tu dois te conformer, et puis du coup, ça explose. Enfin, dans sa tête, ça ne joue pas. Et c'est là que l'harmonisation de Armos de 1 à 11H, elle n'est pas cohérente. Enfin, le message est génial, mais il y a clairement une rupture entre 8 et 9H, hyper nette, dans la quantité de travail, dans les devoirs, dans comment c'est aménagé, etc. C'est plus une harmonisation des objectifs finalement. Mais clairement. C'est juste pour ça. Et puis même on voit entre chaque canton c'est très différent. Concernant les devoirs, sur certains cantons ils sont obligés d'en faire, d'autres pas du tout. Surtout en Suisse c'est un peu spécial parce que chaque canton quand même, a une certaine mainmise sur la scolarité. Donc il y a finalement une continuité qui est assez légère. C'est vraiment objectif, ça c'est bien pour ceux qui passent en canton. Ben voilà, les objectifs sont quand même un peu unifiés, je trouve ça chouette. Par contre il y a encore du boulot sur d'autres choses. C'est ça. Ouais. En tout cas, à l'école primaire, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme de continuité. Genre, Plus que... Il y a quand même une rupture CO, je trouve. Oui, clairement. Voilà, ils sont regroupés, c'est différent. Mais c'est en train de bouger, c'est des informations en général que nous, enseignants, on peut remonter et puis on espère que ça bouge. On m'a aussi demandé comment gérer la gestion des élèves allophones et primo-arrivants. Donc c'est les élèves qui parlent pas la langue, donc qui parlent pas français, soit parce que c'est allophone, ils parlent pas français. Primo-arrivants, ça voudrait dire qu'ils viennent d'arriver en Suisse. Alors moi je peux parler d'une expérience où j'ai eu une fille qui vient d'Afghanistan et qui est arrivée chez nous en cet âge, donc elle avait 11 ans, les autres avaient 11 ans aussi, elle parlait évidemment pas un mot de français. Et en fait c'est hyper dur. Alors pour moi en tant qu'enseignant je m'en plains jamais parce que je me dis que pour elle ça doit être à peu près 10 000 fois plus dur. Mais c'est hyper chaud parce que évidemment je peux pas lui demander de faire la même chose que les autres, évidemment que je dois lui apprendre l'alphabet pour commencer parce qu'elle avait pas le même alphabet qu'ici, donc on est sur des trucs hyper basiques. Et alors si c'est un tout petit qui arrive chez les tout petits, je veux dire ça arrive régulièrement qu'en 1H, donc début de l'école, le tiers, le quart de la classe ne parle pas français. Parce qu'à la maison on parle pas français, puis ils n'ont jamais vraiment travaillé le français. Ça c'est quelque chose de normal. Mais une élève de 11-12 ans qui arrive et qui doit... Pour moi, l'objectif principal c'est l'intégration sociale, mais l'intégration sociale sans communiquer avec la langue. Et c'est compliqué, même encore maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'elle est avec nous, j'ai pas l'impression que l'intégration avec ses camarades de classe soit optimale. Déjà, quand tu déménages et que tu arrives, ça m'est jamais arrivé, mais tu déménages et tu changes de classe, c'est déjà pas facile en cours d'année de t'intégrer. Alors imagine si tu parles pas la langue. Moi j'ai eu aussi un cas, un tout premier stage que j'ai eu à faire, c'était un élève du coup qui parlait pas du tout un mot de français non plus. Et du coup, c'est clair que toutes les leçons, il peut pas les suivre. S'il comprend rien de ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Du coup, ce qu'on avait fait un peu, c'est comme un projet pour lui autour du français. Il avait déjà un système de parrainage, donc ça veut dire qu'il avait quelqu'un qui parlait sa langue, il parlait portugais. Il y avait un élève portugais dans sa classe. Si on a la chance d'avoir un élève qui parle la même langue, c'est pratique parce qu'on peut. Le but, c'est pas qu'il parle justement portugais tout le long, mais c'est qu'il puisse traduire quand même certains éléments au début pour qu'il puisse comprendre. Et puis le forcer aussi un peu à parler, petit à petit, pas au tout début, mais puis lui donner du vocabulaire, des jeux, plein de choses ludiques pour qu'il apprenne un peu le vocabulaire de base et qu'il puisse aussi traîner avec les élèves de toute la classe. Pas seulement du coup l'élève avec qui il est parrainé, mais vraiment intégration au maximum et qu'il parle et puis qu'il entende beaucoup la langue, etc. Et c'est ça qui a... Enfin moi, ça me parlait et je trouvais que ça avait l'air de fonctionner. J'ai pas eu l'occasion de le voir sur plus long terme, mais je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne et ce qui l'aide à s'intégrer. Plus vite il maîtrisera la langue en parlant, en osant, etc. Et en plus, en général, ce sont des élèves assez timides parce que c'est normal, voilà, ils n'ont pas le contexte, ils sont un peu déphasés, ce qui est normal. Je pense que le premier truc, ce serait de les intégrer plutôt que de leur apprendre absolument des matières ou je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, il va rien comprendre si tu fais un cours d'allemand, un cours de maths, un cours de... Donc, donne-lui des objectifs qu'il peut gérer un petit peu tout seul, parce que c'est aussi une question que je trouve importante de soulever, c'est juste comment est-ce que tu le gères, parce que tu as toute ta classe, donc tu as 25, 27, 29 élèves, je sais pas combien, à gérer pour certaines tâches, et en plus, tu dois du coup gérer un petit peu à double programme pour elle ou il, pour la personne qui arrive, quoi, pour qu'elle puisse progresser elle. Et du coup, c'est pas évident à gérer quand même le tout, pour que la discipline reste, pour que les apprentissages se fassent des deux côtés, etc. Donc,
Je pense que j'ai vraiment pas envie que l'élève soit mis de côté, quoi, parce que c'est des fois ce qui arrive un petit peu, malheureusement, on dit ouais, il s'intègre comme il peut, etc. Mais des fois j'ai l'impression qu'il est un petit peu mis de côté et je trouve ça vraiment très dommage, parce que c'est dommageable pour tout son futur en fait, finalement. S'il s'intègre pas au début, c'est très compliqué. Après, ils sont clairement mis de côté souvent s'il n'y a pas un référent. Là, tu parlais qu'il y avait un parrain. Là, tu es quasiment sûr que l'intégration, elle va être bonne. Ouais. En plus, c'est portugais, je veux dire, c'est le même alphabet, tout ça. Mhm. Là, puis en plus, c'est Portugal. Ouais. Là, c'est Afghanistan. La fille, je sais pas ce qu'elle a vu dans sa vie, mais je pense qu'il y a un autre background culturel qui est un peu plus lourd. Je pense Et que c'est ça qui est fou. Mais il faut quand même dire qu'on a des aides, hein. Il y a des cours de langue seconde, de français chaque semaine, mais de loin pas assez, et ça c'est pas le problème, c'est juste que... c'est assez logique, plus le contexte est différent, plus l'environnement dans lequel elle a vécu, ou elle a vécu avant, ça change beaucoup de choses pour elle. Hein. Ou il. Ouais, c'est sûr. Alors là, on a fait un peu le tour des questions sur l'enseignement à proprement parler. J'ai eu quand même quelques questions de la part d'enseignants qui se questionnaient. La première, on a déjà débordé là-dessus avant. On parlait de cette gestion entre travail et temps libre, comment créer une coupure ou éviter la surcharge, aller à l'essentiel. On a déjà un peu parlé de ça. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter. Non, je pense qu'on a, pour moi en tout cas, on a assez détaillé. Un mini truc, c'est que pour éviter la surcharge, il faut travailler son perfectionnisme. Moi, personnellement, c'est ça. Tu veux trop bien. Des fois, on veut trop bien faire. Et il y a d'une part l'organisation, la manière, mais des fois, on veut juste trop bien faire les petites feuilles, les petits détails, ce genre de choses. Et pour moi, c'est un truc important. Au-delà de s'organiser, savoir anticiper, machin, c'est aussi savoir des fois dire stop, c'est bon, les enfants, j'ai fait assez pour eux. Enfin, c'est correct de dire ça. On nous apprend beaucoup la réflexivité, le fait de se remettre en question, de questionner son enseignement, etc. Et je pense que c'est bien de le faire, il faut le faire bien sûr, mais il y a des fois où il faut aussi être sûr un peu de soi et puis se dire si je fais cette leçon, je peux la faire ce jour-là, ça se passera super bien, je fais la même leçon le jour d'après, ce sera la cata. Et que tu peux avoir anticipé comme tu veux au début, en amont je veux dire, ça sera bien ou pas bien, des fois suivant, ils sont excités, il y a les vacances, je sais pas, peu importe la raison finalement, il y aura des éléments extérieurs qui affleuront, puis il ne faut pas te dire ma leçon elle est pourrie, te remettre trop en question alors qu'il y a une leçon qui n'a pas fonctionné, ça arrive. Il y a de toute façon une leçon dans la semaine ou dans la journée, des fois qui ne passe pas, c'est comme ça. Après, il faut quand même se questionner sur le pourquoi, mais il y a des fois, il n'y a pas vraiment de pourquoi. Tu te dis juste, ça n'a pas fonctionné, tu la refais le lendemain, ça fonctionne, à voir quoi. Ouais, je rajoute juste que moi je suis arrivé en stage une fois où l'enseignant, ce stage m'a énormément marqué parce que l'enseignant il m'a dit quelque chose que je garde encore, c'est que lui il a toujours misé sur l'efficacité et pas la quantité ou quoi que ce soit, ou perfectionnisme comme tu disais. Et depuis moi je garde ça, je préfère être efficace quitte à me dire ouais j'aurais pu faire ça, mais non, mais je le fais pas en fait. Parce que j'ai pas envie, ou parce que c'est du temps en plus, ou c'est de l'énergie en plus, ou finalement c'est quoi la plus-value de passer 1h30 de plus pour ces petites 10 minutes de leçon là, est-ce que ça vaut la peine? Non, viser sur l'efficacité. Après tout le monde ne fonctionne pas comme ça et tout le monde n'a pas la capacité de fonctionner comme ça. Ça s'apprend aussi un peu. Ça s'apprend de se développer, j'imagine. On m'a demandé aussi, là c'est certainement quelqu'un qui n'a pas fini à choper, la marche à suivre pour préparer des leçons. Je rigole un peu parce que c'est pas une question si stupide. En tout cas, si c'est des enseignants, c'est peut-être des tout jeunes qui n'ont pas encore l'habitude. N'empêche, c'est vrai que c'est pas si il y a un niveau évident de planification qu'on ne voit pas du tout à l'HEP. Non. C'est planifié sur une année, ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Nous on le voit un petit peu maintenant. C'est vrai. En tout cas, ouais. Alors moi j'ai jamais vu ça. Je suis arrivé sur le terrain puis allez, une année de maths, go. Ouais, c'est un peu... Il y a un petit décalage entre ce qu'on apprend et ce qu'on doit vivre sur le terrain. On en parlait en préambule avant l'enregistrement de ce podcast. Il y a des choses qu'on ne voit pas.
à l'HEP et que voilà, on apprend sur le tas un peu, donc il faut aussi gérer en fonction. Mais pour expliquer en gros, enfin je sais pas si tu veux expliquer, mais Non, vas-y. il y a plusieurs planifications, quoi. En gros, il y a une planification qu'on appelle annuelle, donc évidemment vous avez tous vos gros thèmes un peu étalés sur l'année pour chaque branche, puis après vous allez aller du... C'est comme un entonnoir en fait, vous prenez le plus large, vous planifiez sur l'année, puis après vous planifiez un peu par séquence, ça veut dire plusieurs leçons ensemble, puis après vous allez planifier la leçon même que vous allez faire. Donc voilà, il faut voir ça un peu comme un entonnoir. C'est ça. Et puis, plus on avance dans quelque chose de précis, plus on va réfléchir à des trucs précis. Voilà, Dans la planification annuelle, je vais jamais dire « Ah, je vais faire cet exercice-là ce jour-là ». exactement. Non, je vais faire ce thème-là entre cette semaine-là et cette semaine-là. Puis plus on avance, plus on peut développer des trucs du style « Est-ce que je les mets en groupe ? Oui, qui avec qui, etc. » Puis après, dans la planification la plus proche, on va dire, c'est la planification de la séance même, de la leçon. Et ben là, on va vraiment détailler encore. C'est pas juste exercice 3, page 14. Il va falloir faire une petite introduction, quelque chose de motivant un peu au début, parce que si on dit juste prenez votre livre, page 14, lisez la consigne, c'est parti. Bon, ça peut aller une fois pour dépanner, ou des fois il y a des exercices, voilà, il faut les prendre comme ça, puis voilà. Mais souvent, il y a une introduction, et on essaie de les motiver un peu, on peut reprendre un concept qu'on avait la dernière fois, etc. Après, il y a une partie où il travaille, enfin, il y a plein de choses, et puis il faut planifier un peu dans la leçon, on peut dire peut-être 3, 4, 5 moments de plénum, on les reprend tous ensemble, on réexplique la consigne. Puis c'est aussi beaucoup, je trouve, de la réaction sur le moment. Genre, tu fais ta leçon, tu commences, tu avais planifié ça, puis finalement, ils n'ont pas compris la consigne. Bon, il faut reprendre. Tu peux pas leur dire, j'avance dans mon programme. Tu es obligé de les reprendre, faire reformuler, discuter, etc., pour qu'ils comprennent, puis après que ça s'avance. Donc c'est assez flexible. J'ai envie de dire, on a une planification, mais en fait, elle bouge tout le temps. Finalement, on avait prévu ça ce jour-là, on ne pourra pas le faire, ou on le fera une autre fois, ou on doit goupiller un peu différemment. C'est assez... Être enseignant, j'ai l'impression que c'est être très flexible aussi sur la matière, sur les réactions. Enfin, tu ne peux pas tout anticiper. Et c'est être malin et planifier ses temps de battement. Moi, j'ai fait, comme je dis, cette année, je suis entré sans formation, puis j'ai commencé ma planification. Et j'ai eu des moments où j'étais là, en fait, là, il y aura 2 semaines, parce que je croyais qu'on n'allait pas avoir de cours, parce que c'était un projet spécial sur 2 semaines, vu qu'il y a des fois des projets dans l'école, donc j'ai rien mis. Après, on m'a dit, non, c'est une semaine normale, c'est juste pour les bricolages ou autre chose. Ok. Puis en fait, ça m'a donné ces 2 semaines de battement. Et c'est tellement important. Moi, je viens sans formation théorique, mais planifier avec les temps de battement en disant, il y a un thème, et là, d'un coup, on peut laisser 2 semaines, parce que de toute façon, c'est certain, ça va se décaler. Et si tout d'un coup, ça ne s'est pas décalé, trop bien, tu as 2 semaines pour travailler la coordination, machin, planification. Enfin, tu peux d'un coup travailler autre chose, ou même un projet sur une semaine où tu n'es pas en train d'empiéter sur d'autres choses. Donc, je pense vraiment important dans ces planifications en entonnoir, sans oublier au tout début, c'est temps vraiment dire, ok, là, je peux laisser un peu de battement. Je te rejoins complètement pour les premières grosses planifs que j'ai pu faire, enfin, sur une séquence, on va dire déjà, donc pas sur toute l'année, mais sur un bloc, de prévoir. Heureusement, j'avais réussi à prévoir un peu par. Je me suis dit, j'ai tant de semaines, voilà, j'ai planifié chaque leçon globalement. Et puis, je me suis donné une leçon pour l'évaluation, puis une leçon aussi avant, un peu, quelques leçons en avant, pour la remédiation. Enfin, en gros, une petite évaluation intermédiaire, en gros, c'est pas une évaluation, mais voir où en sont les élèves et qu'est-ce qu'il faut encore qu'on retravaille un peu pour qu'ils réussissent bien l'évaluation. Et le fait d'avoir laissé quelques plages vides, entre guillemets, une un peu aux 3/4 et puis une à la fin pour l'évaluation, etc., ça m'a un peu sauvé la mise, parce que si j'avais planifié sur tout le long, après je me retrouve coincé à devoir dire il faut que je fasse l'évaluation, etc., etc. Donc c'est beaucoup d'anticipation, mais finalement, comme on disait avant, il faut être aussi flexible et puis adapté. Et ça, je reviens vraiment aussi là-dessus. Moi, je me suis fait, sans théorie, encore une fois, je pense que c'est vraiment important, planifier les temps, mais aussi planifier les temps d'évaluation, de rediscussion, de consolidation. Parce que des fois, on a tendance, moi le premier, sans aucun background, je fais ma leçon, déjà j'oublie de temps en temps de mettre l'évaluation, donc je la comptais dedans. Enfin voilà, en plus c'est spécial chez nous, on n'évalue pas tout, bref. Puis en fait, après tu dis, il y a l'évaluation, fini. Puis en fait, dans ton évaluation, tu remarques que ton élève, il n'a pas compris la moitié. Donc si tu dis ici, dans ta planification, tu avais anticipé d'1 semaine l'évaluation, donc c'est clair, ça change les temps d'apprentissage, mais du coup, tu as 1 semaine après pour au moins... Enfin, le but, c'est pas que ton élève... le but, c'est que l'élève ait compris quand même. Donc, après l'évaluation, une petite semaine pour compléter, tac. Puis après, tu pars sur autre chose et de le planifier. C'est surtout pour rester dans ce thème, penser à ces temps-là. Je rebondis avec un apport théorique, du coup, sur l'évaluation. On dit évaluation depuis le début du podcast, mais là, on dit beaucoup évaluation pour une évaluation sommative. C'est-à-dire une évaluation, on va mettre une note.
Mais il y a plein d'autres évaluations qu'on fait. Là, tu parlais de faire entre guillemets, une évaluation un peu avant, donc on peut parler d'évaluation formative. L'évaluation formative, ça ne va pas être forcément tenez un test, remplissez-le. Exact. Ça peut être un exercice. Voilà, je choisis l'exercice 10, pour moi c'est mon évaluation formative, on le ramasse, les élèves n'en ont aucune idée que c'était une évaluation formative. Puis ils n'ont pas la pression aussi, donc C'est ça. on voit vraiment ce qu'ils ont compris ou pas, entre guillemets. Parce que si c'est un exercice comme un autre, finalement, ils vont le faire. Nous, on va juste avoir un œil précis derrière pour voir un peu où ça coince, quoi. Donc, effectivement, puis de toute façon, on fait des évaluations un petit peu, on y met tout le temps, on a l'œil, on regarde. Quand on lance dans un exercice, on va pas s'asseoir au bureau comme on... Non, mais c'est vrai, on voit des fois, genre, on donne l'exercice, puis il s'assied au bureau, puis il attend qu'ils aient fini, puis il corrige, puis après, vous vous occupez. Non, c'est pas ça. Souvent, quand on lance un exercice, on passe dans les rangs, on va regarder, on va répondre à des questions, on va essayer juste d'observer où est-ce que ça coince, est-ce que ça coince chez plusieurs personnes ou juste dans ce groupe, ok, je me focalise sur ce groupe et puis les autres ils se débrouillent un petit peu, ou bien voilà, il faut tout le temps être actif pour moi pour être un peu juste, puis pour les aider être le plus efficace possible aussi pour les aider. Ouais. Ensuite, on m'a demandé comment se passait ou s'organisait la collaboration de duo pédagogique, c'est-à-dire deux enseignants qui sont responsables d'une classe. Bon, je ne sais pas si vous avez des apports ou si je parle de mes maigres expériences. 3 années d'expérience. Moi j'ai de l'expérience, on fonctionne que comme ça chez moi. Ça fait une année que je fonctionne à C'est deux. vrai. Dans une classe particulière, on a un tout petit peu moins d'élèves, c'est une école privée, mais on fonctionne tout le long à deux, avec l'apport du plus que c'est duo bilingue. Une qui est Et en plus, tu es tout le temps en co-enseignement. Tout le temps, on Ok. fonctionne que à Ouais. deux, et des fois on a même un troisième qui est un assistant qui est juste là. Par exemple, on a fait pendant des semaines, il devait apprendre l'échec, le jeu de l'échec. Donc il y en a un qui s'occupait d'un élève à la fois tous les jours pour leur apprendre l'échec. Enfin, le jeu d'échec, et de l'échec quand il perdait contre lui, voilà. Et donc il y a ça aussi. Donc moi par rapport au fonctionnement à deux, on fonctionne vraiment dans les deux. Après, là, je me demande si la question n'était pas portée sur tout ce qui est communication entre nous. Je pense que c'est ça, parce que là, tu la vois, ton duo, tu le vois tous les jours, tu n'as pas de souci à communiquer. Moi, mon duo, je dois m'organiser parce que certains jours, je sais qu'il n'est pas là, mais j'ai quand même besoin de savoir ce qu'il a fait, etc. Parce qu'au primaire, on n'a pas 2 enseignants dans la classe tout le temps, Malheureusement. c'est possible, ça serait chouette. Mais du coup, effectivement, il faut que la collaboration soit vraiment riche. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient avec un carnet déjà, chaque jour ils mettaient un petit mot pour, quand ils ont du 50-50, tu vois, c'est chacun, voilà, presque un jour l'un, un jour l'autre, bah, ils avaient un carnet qui expliquait un peu ce qu'ils avaient fait, puis s'il y avait eu des soucis, 2-3 remarques, quoi. C'est pas un paragraphe complet, mais genre quelques phrases pour savoir comment s'est passée la journée, s'il y a eu des soucis avec un élève, des choses, et puis ça permettait vraiment de chaque jour communiquer quelque chose à son collègue, parce que finalement on se croise. On n'est jamais le même jour à la même place, à moins quand il y a des réunions ou des trucs comme ça, mais du coup, il faut qu'il y ait un moyen de communication. C'est comme avec les parents, on déborde un tout petit peu, je fais très court, mais T'inquiète. je trouve qu'il faut vraiment bien pouvoir communiquer avec les parents, qui se sentent à l'aise de discuter de tout, parce que c'est vraiment un échange. Le but, c'est que l'élève, il progresse. Les parents, ils veulent aussi que l'élève, il progresse, donc leur enfant progresse. Donc je veux dire, le but, on a le même but, en fait. Donc il faut aussi que la communication se fasse, parce que souvent, les parents ont très peu de retour de ce qui se passe en classe, mine de rien. Ils ont un entretien par année, à peu près au minimum, et puis qui est obligatoire, mais si ça se trouve, certains, ils voient presque rien, enfin ils ramènent des bricolages, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc pour moi, c'est aussi important avec les parents et avec la collègue, vraiment. J'ai fait un petit parallèle. Ouais. Alors, je réponds d'abord à la collègue, du coup. Ouais. Moi, j'ai eu la chance, en 3 années, de vivre un peu plus qu'une demi-année à 50%. Le reste de cette année-là à 100%, et depuis, je suis à 80%. Du coup, c'était vraiment 3 manières de communiquer différentes. Bon, c'était pas les mêmes collègues, mais quand tu es à 50 et que l'autre est à 50 aussi, en termes de communication, c'est absolument énorme. Et en termes de pourcentage, tu n'es absolument pas gagnant. Parce que 50-50, tu fais quand même tous les entretiens, tu es quand même là tout le temps. Quand il y a des entretiens où tu disais avec les parents, etc. Et il faut toujours tout communiquer. La semaine est séparée en 2. Tu es obligé de reprendre des choses qui ont été vues en début de semaine. Tu ne peux pas tout séparer. Quand tu es à 100, bah, tu gères tout toi-même, ok. Et quand tu es à 80, moi j'ai quand même là pu faire en sorte que mon collègue qui travaille avec moi, il ait des branches, entre guillemets, ou des disciplines, on dit maintenant, que à lui. Je sais que la géographie, c'est que lui, et il ne va jamais me parler de sa géographie. Et en termes de quantité de communication, on arrive énormément à réduire.
Et puis bon, j'ai la chance qu'il soit sur 2 classes et que du coup, on ait au moins dans la semaine 2 jours de travail commun, ce qui nous permet d'avoir des échanges spontanés sur ah bon écoute hier il y a lui qui a fait ça, c'était pas génial, tu peux résoudre le conflit aujourd'hui et je prends le relais sans que ça soit dans un cahier puis que j'arrive le matin puis que je me dise oh là 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 mais c'était quoi cette journée sans vraiment savoir. Pour avoir de la cohérence aussi au niveau de la discipline, les élèves ils en ont besoin, hein, que ce soit un peu les mêmes cadres quand même, parce que s'il y en a un qui laisse tout faire et l'autre qui est très strict, ça va quand même poser problème. Donc déjà qu'ils se mettent, enfin communication avant même les cours, quoi, qu'ils soient d'accord sur un petit peu sur les principes de base. Et puis effectivement, le fait de pouvoir se voir, si tu as la chance de pouvoir le croiser, c'est quand même beaucoup mieux. Ou bien de se faire peut-être un audio, je sais pas, il y a peut-être d'autres moyens de communication qui peuvent être intéressants, mais c'est vrai que deux phrases, ça peut porter à confusion. Genre, si tu dis Kevin a fait ça, bah, tu diras ouais, mais j'ai pas le contexte, j'ai pas, enfin, il manque des informations, donc tu peux pas. Je pense qu'il faut aussi peut-être régler le problème quand il arrive. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais par exemple, si moi j'ai un souci avec un élève, je vais le régler moi et je vais pas demander aux collègues de le régler. Je vais juste lui transmettre qu'il y a eu un souci, puis voir comment il se comporte dans les prochains jours, mais ça va pas être à lui de régler la punition, entre guillemets, enfin le travail réflexif, ou je sais pas comment on peut amener ça. Mais ouais. Encore une fois, c'est ma vision des choses parce que certains ont peut-être besoin d'énormément communiquer, puis ça sera génial dans leur duo parce qu'ils prennent du temps à communiquer. Mais moi, là, encore une fois, sur ça, j'ai besoin de miser sur l'efficacité. J'ai pas envie de dépendre d'une communication, dépendre de ce qu'a fait l'autre hier pour m'adapter aujourd'hui. Moi, j'ai déjà une vision une semaine après. Puis on peut pas prendre 1 heure par jour pour discuter de ce qui se passe chaque jour. On a justement, comme on disait avant, on peut facilement rester jusqu'à 8, 9 heures, 10 heures pour préparer juste la journée prochaine. Donc si on passe encore 1 heure de plus à discuter avec le collègue, ça joue pas. Donc je te rejoins sur le côté efficacité. Je pense qu'il faut quand même un minimum d'infos, mais il faut être efficace, c'est sûr. Ensuite, on a aussi parlé, j'ai beaucoup aimé comment la question a été formulée, c'était la différenciation, c'est un mythe dans l'interrogation. Alors la différenciation, pour faire bref, alors c'est compliqué de faire bref sur ça. La différenciation, pardon, en fait, c'est tous les élèves vont atteindre un objectif qui a été défini, mais ils ne vont pas l'atteindre forcément de la même manière. Et qu'est-ce qu'on met en place pour tel ou tel élève pour qu'il puisse atteindre l'objectif qui est commun? Ça peut être soit des choses préparées en amont, lui il a besoin que le texte soit écrit plus grand, il va faire moins d'exercices, mais ça ne veut pas dire qu'il ne touche pas l'objectif. Ou alors, je vais mettre la différenciation pour tout le monde qui est libre. Peut-être qu'on fait un travail sur quelque chose en 3D, du coup je leur donne s'ils veulent des formes en 3D pour qu'ils puissent se visualiser. Mais ils ne sont pas obligés, c'est à disposition. Ou alors ça peut être spontané sur le moment. Tu disais avant, on lance l'exercice, on se balade dans les rangs. On peut se balader dans les rangs, puis repérer, ok, il y a lui, elle et elle. Je vois qu'ils ne sont pas bien entrés dans l'exercice. Je les prends à part. Les autres, ils continuent parce que j'ai l'impression qu'ils ont compris. Puis je leur donne à eux un petit input en plus. Ça aussi, c'est de la différenciation, mais c'était juste pas préparé parce qu'on pouvait moins prévoir que Bérangère, elle allait galérer sur son exercice, quoi. Par exemple, si on prend le cas un peu à l'époque, quand on disait que c'était assez transmissif, toute la classe devait faire la mise en commun en même temps. Et le problème, c'est qu'il y a des élèves qui n'ont pas du tout besoin de cette mise en commun parce qu'ils ont déjà tout compris après 5 minutes du problème, et puis il y a des élèves qui n'ont toujours rien compris du tout à la consigne. Donc la différenciation, c'est justement pouvoir donner à ceux qui ont plus de peine sur cet exercice, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein, c'est pas un problème, de reprendre la consigne, de reformuler, d'apporter, comme tu disais, des aides visuelles, quelque chose de plus ludique, qui parle, quelque chose, je sais pas, on a un problème avec des bonbons, on prend les bonbons et puis on compte les paquets ou quelque chose pour qu'ils puissent repérer, ça les aide énormément. Et puis ceux qui ont la facilité, qui ont, tu sais, déjà au bout d'un moment, qui ont déjà tout compris après 5 minutes, tu les as lancés dans l'exercice, eux, il faut aussi leur donner quelque chose. Parce qu'on parle souvent de différenciation, je trouve, pour ceux qui ont de la peine. Alors oui, c'est super important, bien sûr, mais il faut aussi pour ceux qui ont déjà tout fini et qui s'ennuient après, parce qu'après, ils vont déjà possiblement perturber la classe, mais pas parce qu'ils veulent t'embêter, c'est parce qu'ils s'ennuient, tout simplement. Donc leur donner un projet qui leur parle. Souvent, ce que j'aimais bien faire, c'était ceux qui, après, quand tu connais bien ta classe, ceux qui ont vraiment de la facilité, tu dis, ok, soit vous créez un exercice, par exemple,
Ça, c'est quelque chose de super intéressant pour eux, parce ils aiment bien souvent exagérer sur les chiffres, puis après ils doivent quand même le résoudre, donc il faut quand même qu'ils comprennent et qu'ils fassent pas n'importe quoi. Mais ça, c'est une idée vraiment toute basique, mais ils peuvent avoir un projet à eux un peu différent, etc. quand ils ont fini. Et la même chose avec les mises en commun, tu vas pas prendre toute la classe si la moitié en a pas besoin. Ça les intéresse pas, puis du coup ils vont parler entre eux ou autre. C'est aussi, comme on disait avant, l'attention est limitée, il faut aussi pas les... faut que ça soit nécessaire pour eux. Si ça l'est pas, ils vont lâcher. Donc voilà. Moi, j'aime bien ce que tu disais quand tu disais c'est parce qu'on les connaît ou etc. Moi, je sais que j'ai des élèves qui ont des troubles de l'attention, mais qui n'ont pas besoin de différenciation. Où j'ai pas besoin de lui donner des palmiers ou d'écrire le texte en plus gros ou quoi que ce soit. Mais je sais ça parce que je connais comment il fonctionne. Ou alors, je sais que quand il y a un peu trop de bruit, ça va le déranger, mais ça me dérange moi aussi, du coup, je baisse le volume de tout le monde. Mais effectivement, on a tendance à penser différenciation pour les élèves. On dit, à très mauvais titre d'après moi, de la différenciation vers le bas, c'est-à-dire aider ceux qui ont plus de peine, mais on oublie la différenciation entre guillemets vers le haut, pour ceux qui vont vite, qui ont besoin d'être nourris. Moi j'ai un super exemple. Ça m'est arrivé de côtoyer dans une classe 2 élèves à haut potentiel intellectuel. Un avait besoin d'être nourri et avait besoin de faire plus, et l'autre, mais il se fondait dans la masse. Et pourtant, alors évidemment, ils sont différents, on est bien d'accord, mais c'est entre guillemets le même diagnostic. Mais c'est parce que je les connais que je sais que lui, il a besoin de plus, et lui, il n'a pas besoin de plus. D'où le suivi sur 2 ans. D'où le suivi sur 2 ans, ou 3 connaître. pour certains. Ouais. C'est ça. En fait, dès que tu connais ta classe, dès que tu as une super relation avec eux, mais tout est plus facile. Non, c'est sûr. On arrive gentiment à la fin. Et quelle fin! On m'a demandé de donner des conseils aux jeunes enseignants. Alors, sachant que je me considère encore moi comme un jeune enseignant, Il y a les 3 encore, je pense. Ah ouais. Bien jeunes enseignants. j'ose espérer que je suis encore un jeune enseignant. Quels conseils on peut donner, même si on a déjà évoqué des trucs. Moi, je pense qu'on a déjà donné, au travers de tout le podcast, pas mal de clés pour l'enseignement, je pense. Pas mal de petites choses qu'on peut prendre ou qu'on peut retenir. Chacun aura une sensibilité différente à ce qu'on a évoqué. Donc, certains vont prendre des éléments que d'autres vont pas prendre, etc. Je pense qu'il y a pas mal de clés. J'aurais pas forcément de conseils précis. Moi, j'aime bien si je devais juste retenir 2 choses, pour l'instant, j'aime bien mettre en place, c'est planification. Parce que pour moi, c'est important de savoir où on va et puis d'être au clair. Parce que si t'es pas au clair, ça joue pas. Et puis la différenciation qu'on vient de parler, je trouve que c'est assez important. Parce que ça gère aussi pas mal le climat de classe et, comme on disait, la discipline, etc. C'est pas les 2 seules choses qu'il faut faire attention, mais c'est peut-être 2 choses que je retiendrai. Oui, il y a 2-3 petites choses aussi auxquelles j'ai pensé, dont on a parlé. Mais première chose, je trouve que c'est important, spécialement dans le métier d'enseignant, faire les choses comme elles nous motivent aussi. Parce que quand on est motivé, ça motive les enfants. Puis on le voit on dit le programme, on a des choses à faire, mais si on présente la chose d'une autre manière, dont on est motivé, ça va tellement bien. Et pas loin de ça, il y a oser essayer. Parce qu'au final, si on a préparé un cours et ça a floppé, quoi, c'est 45 minutes. Puis voilà, les enfants, ils vont jamais s'en souvenir, ça va pas marquer leur vie. Et puis tu grandis. Puis des fois, moi le premier, je mets la pression, mais il faut que ce soit parfait et tout. Non, t'essayes un autre type de truc. Puis des fois, on voit, ça marchera pas parce que les enfants ou la période n'est pas la bonne. Et donc on réessayera. Puis d'autres fois, tu remarques que c'était pas une bonne idée. Et ça, je pense vraiment, des fois, on a tendance à dire non, ça doit être parfait, il faut que je fasse comme j'ai appris parce que c'est ce qui est mieux. Mais bien, on essaye. Puis pas loin de là non plus, c'est aussi oser partager les idées avec les temps, en fait, avec les profs, des fois dans les couloirs, qui sont tellement importants. Moi, j'ai vu avec ma pote, je voulais faire un bricolage, j'étais bloqué dans mes idées. Tu partages et au final, tu commences à partir dans des idées, tu vois la situation différemment, tu as un autre avis, une autre manière de voir concrète sur la manière de faire ou la manière de penser aux choses. Et cette idée de partage, en tout cas, pas négliger les temps de discussion autour du café, de parler de l'école, même si on en reparle, mais pour juste repenser les idées autrement et pas juste ressasser les problèmes, en fait, mais justement réfléchir des solutions. Nous, le moment où on se met je trouve on apprend le plus, c'est vraiment quand tu es en stage et que tu as vraiment un formateur de terrain, un enseignant qui te regarde toute la leçon, qui prend des notes. Alors c'est un peu stressant au début, entre guillemets, mais après tu en oublies presque la personne si tu es à l'aise. Et puis le fait de discuter après avec l'enseignant qui a un regard extérieur, déjà lui il apprend des choses sur sa classe, ça veut bien dire que quand tu es devant,
et que tu gères ta classe non-stop, il y a plein de choses que tu vois pas. Et eux, quand ils sont derrière, en guillemets, au fond de la classe et qu'ils t'observent, ils me disent, à chaque stage, ils disent, mais je vois des choses nouvelles que j'avais pas remarquées. Genre un élève qui est dissipé, ou je sais pas, n'importe quoi, ou quelqu'un qui a un problème dans telle ou telle matière. Parce que, évidemment, quand tu as 25 élèves ou 30 élèves, enfin proche de 30 élèves, tu n'arrives pas à tout voir. Et en plus, si tu es tout seul. Donc là, je trouve je te rejoins dans le sens des échanges, même si c'est plus possible une fois que tu es engagé, voilà, tu n'as pas deux personnes en même temps dans la classe en général. Le fait de pouvoir échanger avec des collègues, même des méthodes, des choses qui marchent super bien avec les élèves, je trouve que mettre en commun c'est super parce que si tu peux réutiliser ça dans ta classe, ben, c'est que du bonus. Il ne faut pas qu'on soit un peu à dire c'est mes idées, je les garde pour moi, c'est trop bien, ma classe elle fonctionne bien, les autres pas terrible. Le but c'est justement que si les autres peuvent réutiliser ça et puis que ça fonctionne super bien dans leur classe, moi je trouve ça trop bien. Donc partager tout ça, bah, et d'ailleurs il y a des choses qui se font sur internet, des enseignants qui partagent leurs travaux et tout, donc moi je trouve ça chouette. C'est assez drôle, je vais rebondir sur plusieurs trucs du coup, parce que maintenant je suis en train d'être formé pour être formateur de terrain. Et du coup, j'ai les deux visions. Alors j'étais en stage il y a encore 3 ans, 3 ans et demi, mais maintenant j'ai des stagiaires et c'est fascinant d'observer et comme tu disais, de voir sa classe sous un autre angle. C'est incroyable ce qu'on repère comme choses positives comme négatives. Et c'est hyper enrichissant ce partage avec, alors en l'occurrence, moi c'est avec des enseignants qui sont en train d'être formés. Bon, je les considère plus comme des collègues que comme des apprenants, enfin bref. Ça c'est une vision personnelle. Et je voulais rebondir sur un autre truc, mais je sais plus quoi. Du coup, tiens, je te donne la parole. Ça me va peut-être. Donc, dans les conseils, le premier, clairement, c'est partager les idées, en tout cas en parler, être créatif, oser essayer un peu des choses. Et puis dans les planifications, et moi je rebondis un tout petit coup là-dessus aussi, de justement pas négliger les planifications d'une part pour pouvoir tout faire, être tranquille, et de savoir que ce qu'on fait c'est dans les bons temps et tout. Puis aussi parce que justement ces planifications-là nous permettent d'être plus posés, que les cours se passent bien dans le sens qu'on a bien préparé les choses et qu'on puisse on peut se mettre ensuite en mode observateur et puis analyser, évaluer, enfin observer beaucoup plus d'autres compétences des élèves. Et ça passe par cette planification. Donc un conseil là, c'est vraiment planifier bien le plus que vous pouvez pour pouvoir être prêt à prendre les imprévus. Je terminerai moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de penser à soi tout le temps. Parce que c'est un métier qui est centré sur l'humain, où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de fortes énergies, où on est vite... Alors ça dépend de notre caractère, mais moi je sais que les gens me prennent énormément d'énergie, et je sais que même si je rentre à 15h30 chez moi, je suis lessivé. Et du coup, penser à soi, viser l'efficacité, s'écouter, alors ça paraît bateau, mais certains en ont besoin plus que d'autres, de se dire voilà, peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu trop pris les émotions de cet élève sur moi, finalement est-ce que c'est vraiment à moi de gérer, etc. Moi c'est ça, mais c'est lié à l'efficacité que je rabâche sans cesse. Et si t'es fatigué ou que t'es pas motivé le jour suivant, ça va tout de suite se ressentir sur les élèves et sur leurs apprentissages aussi. Donc c'est là qu'on voit aussi, on parlait de climat de classe, très important. S'il y a un mauvais climat de classe, ça se passe pas bien, il y a sans arrêt des problèmes, bah, il n'y a pas d'apprentissage qui peuvent se faire comme il faut, en tout cas pour la globalité. Donc je pense que tout est lié de toute façon, comme on l'a vu. C'est ça, mais après moi je pense que j'ai le droit d'être fatigué. Oui. Et je pense que je peux arriver en classe fatigué, et vu que j'ai une bonne relation avec mes élèves, j'ai le droit d'arriver le matin et de leur dire je suis un peu fatigué aujourd'hui, moi. Ouais. Et vous? Parce que certains, ils arrivent le matin, ils baillent, puis ils n'ont pas envie, puis tu vois pendant la consigne qu'ils sont à moitié là. Mais moi aussi j'ai le droit d'avoir mes émotions et ça. Puis quand tout le monde accepte ça, bah ça marche beaucoup mieux. Alors évidemment, je vais pas être à mort puis leur dire ouais, faites l'exercice, machin. Et quand tu dis fatigue, on peut voir en guillemets un petit point positif à ce Covid, c'est le fait que les parents se sont rendus compte quand il y a eu le confinement de ce que c'est, en guillemets, enfin pas pour tous, hein, certains ça s'est souvent très très bien passé, mais le fait d'avoir leur enfant à la maison qui doit faire certaines leçons, etc., de l'avoir toute la journée.
Et c'est dire juste une chose, c'est leur enfant, donc nous, c'est pas nos enfants du coup, et qu'il faut. Enfin, comment ça se passe sur une journée, ils sont souvent épuisés le soir parce qu'ils ont déjà leur boulot, en plus ils doivent gérer l'enfant, enfin c'est compliqué. Nous, on en a 25 qui ont 25 familles différentes, des environnements différents, etc. Je sais pas pour une excuse, mais c'est juste pour dire, se rendre compte de ce que c'est aussi. C'est pas si simple, c'est pas juste t'es devant et t'écoutes et puis il y a rien qui se passe. Il y a plein de fois où il faut, voilà, il y a plein de choses à mettre en place, mais je pense que ouais, pas si simple que ça. Et je pensais bien qu'ils aient pu se rendre compte, certains en tout cas, peut-être la difficulté de gérer 25 personnes différentes, issues de milieux différents, etc. N'en déplaise à la plupart des gens, c'est le plus beau métier du monde. Oui, on est quand même très content de ce clair. qu'on fait, c'est parfait. Bon, du coup, je vous remercie, vous, d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes là jusqu'à la fin, Voilà. courageux. Je pense qu'on est quand même à 1h30 là environ. Et je vous remercie, vous deux, de Avec plaisir. vous être joints à moi en cette soirée de début de vacances. Avec plaisir. Et du coup, on se retrouve certainement très très bientôt pour un autre contenu. Ciao! Ciao. Ciao.